La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Madame la leader adjointe du gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous demande d'appeler l'article 15 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 15 du feuilleton, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 25 février 2026 sur l'adoption du projet de loi numéro 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Nous en étions avec l'intervention de Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas combien de temps il me restait hier, mais pour faire plaisir. Je vous laisse à peu près 29 minutes. Oui, pour faire plaisir à Madame la ministre, ça va être plus qu'une minute. Voilà. Écoutez, Monsieur le Président, nous étions hier en train de. Nous avons échangé hier par rapport au projet de loi 106. Et parce que je voulais faire la genèse un peu de tous les changements du gouvernement dans le cadre de la prise en charge des patients. Et par rapport à ce projet de loi, donc où nous étions en train de parler du 106, hier j'évoquais les promesses caquistes en matière du réseau de la santé. Donc, on parle de la réforme du réseau, on parle de Santé Québec, on parle plan pour l'accès à la chirurgie et aux soins, mais sur le terrain, il n'y avait pas de résultat. C'est ce qu'on a constaté, Monsieur le Président. Après, en 2022-2023, il y avait le déploiement du GAP, donc le guichet d'accès, le fameux guichet d'accès, mais les listes d'attente demeurent toujours longues. L'accès à un médecin de famille reste difficile pour des centaines de milliers de Québécois. Puis, 2024, la création de Santé Québec. Et avec la création de Santé Québec, il y avait une centralisation des pouvoirs, mais sans amélioration visible pour la population jusqu'à maintenant. Vous avez vu et vous étiez témoin, Monsieur le Président, que les relations avec les fédérations médicales étaient tendues, trop souvent ciblées, comme étant la cause des échecs du gouvernement et ces mesures mal ficelées. L'accès aux soins à la première ligne. Hier, vous m'avez entendu, Monsieur le Président, que j'ai beaucoup parlé de l'accès à la première ligne. J'ai pas mal insisté que le nerf de la guerre du réseau, c'est l'accès à la première ligne. Je vous ai aussi parlé d'un rapport d'un comité d'experts qui était fort pertinent. Ce comité d'experts qui nous a avisé par rapport à des recommandations au niveau de la première ligne. Donc, pendant qu'on naviguait un peu d'une manière, je dirais, à la limite obscure par rapport au réseau de la santé, le projet de loi 106 est venu dans un moment où le gouvernement de la CAQ traînait les échecs en matière de santé. Et la refonte forcée, et je parle toujours de ce projet de loi, le gouvernement voulait lier la rémunération à des cibles statistiques. Et à l'époque, on disait que le gouvernement risquait de transformer la médecine familiale en une course aux indicateurs. Ça a été lors du dépôt du projet de loi 106. Et au-delà de ça, c'est créer la lourdeur bureaucratique qui pourrait détourner temps et ressources des soins directs aux patients. Pourquoi? Parce que le gouvernement voulait instaurer des cibles, lier la rémunération à ces cibles, mais il a oublié la lourdeur bureaucratique. Donc, au lieu de corriger ses propres ratés, le gouvernement choisit de transférer la responsabilité de l'échec de l'accès aux médecins directement sur les épaules des médecins eux-mêmes. Donc, Monsieur le Président, une fois le gouvernement a déposé le projet de loi 106, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Un climat d'insécurité pour les patients à la suite de départ annoncé de plusieurs médecins.
il y avait plusieurs associations qui se sont mobilisées et il y a des patients qui se sont ramassés sans médecin de famille. Mois de juin, fermeture du Parlement, fin de la session. Le ministre passe l'été à négocier avec les associations. La CAQ est en bas et dans les sondages. Le Premier ministre décide finalement de prendre le contrôle et de changer de narratif, dans un ultime geste de reprendre un peu le contrôle. Et il a choisi une bataille, comme les autres batailles, avec l'immigration, la laïcité, l'économie, mais il a choisi aussi une bataille avec les médecins pour envoyer un message à la population qu'il est en contrôle de quelque chose. Le problème, il n'est pas là, Monsieur le Président. C'est que pendant ce temps que le gouvernement essaie de remonter dans les sondages, il y a des patients qui ont perdu leur médecin de famille. Il y a des gens qui ont quitté. Il y a des gens qui n'ont pas pu voir leur médecin. Parce qu'il y avait cette espèce de bras de fer entre les fédérations des médecins et le gouvernement. Ben, figurez-vous, Monsieur le Président, qu'a fait le gouvernement après des mois et des mois d'attente en lien avec le projet de loi 106? Ben, il le jette dans la poubelle. Il le jette dans la déchiqueteuse, Monsieur le Président. Il y avait une prorogation. On recommence à zéro les projets de loi. Qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement ne renouvelle pas le projet de loi 106, redépose un autre, ça s'appelle le projet de loi 2. Ce projet de loi 2, c'est une loi exhaustive adoptée après prorogation, parce que ça a été déposé après la prorogation. Et là, on passe de 52 articles dans la loi 106, l'ancien projet de loi 106, à 214 articles, et on dépasse complètement le cadre initial du 106. Maintenant, le 106 essaie d'introduire les modèles de rémunération par capitation combinés à des mécanismes de performance, mais la transformation avec le projet de loi 2, c'est l'ajout des sanctions administratives et pénales. Et, figurez-vous, l'encadrement accru des moyens de pression. Donc, deux éléments, Monsieur le Président, où on se posait la question, OK, le gouvernement nous a vendu le projet de loi 106, ça va révolutionner la prise en charge. On ferme le Parlement, on recommence à zéro. Le gouvernement pense que pour améliorer l'accès, il doit ajouter des sanctions administratives et pénales, encadrement accru des moyens de pression. Avec le dépôt de ce projet de loi, le bras de fer a été lancé, Monsieur le Président. Je n'ai pas besoin de vous refaire un peu la genèse de ce qui a été fait et dit pendant l'automne, mais ça a été un triste spectacle avec la loi 2. Pourquoi je vous partage le triste spectacle? Parce qu'on a tout vu. Un Premier ministre qui disait sur la place publique, c'est impossible qu'on va reculer, c'est impossible qu'on va empêcher les médecins de nous écouter. Il y avait un bras de fer tout au long de l'automne, Monsieur le Président, entre le gouvernement et les associations représentant les médecins. Maintenant, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement avait le choix d'aller de l'avant avec la loi 2? La loi 2 a été déposée par l'ex-ministre de la Santé, et ça parle d'instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. Donc la réelle volonté, à l'époque du gouvernement, c'est vraiment instaurer la responsabilité collective. Maintenant, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé entre le dépôt du projet de loi 2 et aujourd'hui? Entre le dépôt du projet de loi 2, Monsieur le Président, et aujourd'hui, il y avait deux éléments importants. Premièrement, le projet de loi 2, déposé par l'ex-ministre de la Santé, a été adopté par Bayan et
qu'on a constaté, Monsieur le Président, c'est la suite de l'adoption de ce projet de loi, où malheureusement, soit le gouvernement n'a pas beaucoup pensé à appuyer l'ex-ministre, ou bien le gouvernement n'a pas cru bon que pour améliorer l'accès à la première ligne, tout ce qui est mesure appliquée dans le cadre de ce projet de loi ne va pas améliorer l'accès aux soins. Maintenant, je ne vais pas perdre le temps, Monsieur le Président, pour parler du projet de loi 2. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne parle plus du projet de loi 2. Même si ce projet de loi a été voté par Soubayan, mais ce qu'on a constaté depuis, c'est un retour à la case de départ. Et quand on dit un retour à la case de départ, c'est encore une fois, après le 106 et après le 2 projets de loi qu'on a presque envoyés à la déchiqueteuse. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas est-ce que les Québécois ils ont payé le prix d'une improvisation législative. Parce que c'est ce qu'on constate. C'est soit on ne croyait pas au plan initial de dire on a un problème d'accès à la première ligne et il se situe où le problème? Est-ce que c'est au niveau de la prise en charge des médecins généralistes? Est-ce que c'est au niveau de l'interdisciplinarité? Est-ce qu'il faut élargir la prise en charge via d'autres professionnels de la santé, notamment les EPS? Mais malheureusement, nous avons perdu un temps précieux. Un temps précieux parce qu'il y avait 2 réalités. Au début, on pensait que le ministre de la Santé jouissait d'un certain pouvoir et d'un appui gouvernemental dans la démarche du changement. Et ça se voyait. J'ai eu l'occasion de siéger avec M. le ministre à l'époque, en 2021, où il y avait le début de l'instauration du GAP. Alors, Monsieur le Président, quand on voit l'année 2025, en fait, au bout de la ligne, est-ce qu'on a avancé dans la prise en charge? Est-ce qu'on a avancé à améliorer l'accès à la première ligne? Est-ce qu'on a offert aux Québécois plus d'opportunités de voir un médecin, mais pas uniquement voir un médecin, mais avoir une réelle prise en charge? La réponse est non, parce qu'en parallèle, il y avait des discussions avec les 2 fédérations, que ce soit la fédération représentant les médecins généralistes ou celle des spécialistes. Et on voit aujourd'hui ce qui circule avec les rendez-vous et avec la volonté d'aller atteindre 500 000 dans 180 000 patients vulnérables. On voit on est encore loin de l'objectif. Okay, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin aujourd'hui de parler uniquement qu'il y a des médecins qui vont être payés même s'ils ne voient pas le patient parce qu'il ne s'est pas inscrit au nom c'est inscrit au nom du médecin. On ne va pas avoir le rôle de l'infirmière qui va voir le patient, mais le médecin ne va pas le voir. Je vais rester juste sur le processus législatif, l'ensemble des projets de loi qui, je tiens à le rappeler, c'est un processus qui vise à améliorer la vie des gens. Et là, dans ce cas où on parle maintenant, c'est améliorer la prise en charge, c'est améliorer l'accès à la première ligne. C'est là où on est aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'on a perdu 2025, Monsieur le Président. On a perdu 2025 parce que, est-ce que le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé avait l'appui nécessaire? Je ne peux pas le savoir, je ne suis pas autour de la table du Conseil des ministres. Mais il y avait 2 pièces législatives. Projet de loi 106 et la loi 2. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat. Mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et pour les prochaines minutes, je vais parler plus du projet de loi 19, Monsieur le Président. Avec 19, mais qu'est-ce qu'on fait? On vient faire contrôle à supprimer de tout ce qui a été déposé avant. Donc, ce qu'on avait, c'est un projet de loi qui comportait 214 articles et le projet de loi 2 qui comportait 214 articles, mais avec le dépôt du projet de loi 19, on vient abroger 99. On vient abroger 99. Je tiens à rappeler que le projet de loi 2 comportait 214 articles.
on dépose un 19, troisième projet de loi en même pas un an, pour abroger 99, soit près de la moitié de l'ancienne réforme. Je sais que c'est un débat très technique, mais Monsieur le Président, au bout de la ligne, depuis avril, et Dieu sait qu'on ne peut pas déposer un projet de loi juste comme ça, c'est des mois de préparation, je peux dire qu'on était dans un chaos législatif depuis presque un an et quelques poussières. Parce qu'on ne savait plus quelle est la meilleure démarche pour faire fonctionner la première ligne. Quelle est la meilleure stratégie aux politiques gouvernementales pour faire améliorer l'accès à la première ligne. Il y avait une pièce maîtresse, qui est le rapport sur la première ligne. Mais le gouvernement, c'est à blâmer aujourd'hui par rapport à cette perte de temps. Parce que la finalité était d'améliorer l'accès à la première ligne. La finalité était d'éviter les urgences pleines. La finalité était qu'est-ce qu'on fait avec la première ligne. Mais là, clairement, sans rentrer dans le détail aujourd'hui 19, parce qu'entre moi, entre vous et moi, je ne vais même pas perdre 5 minutes sur le projet de loi qu'on est en train d'étudier, qui est le projet de loi 19. Parce que l'essentiel a commencé avant, avec le projet de loi 106 et le projet de loi 2. Parce que là, le gouvernement, il recule complètement. Un recul complet, Monsieur le Président. Ben dites-le depuis le début, négociez avec les fédérations, mettez de l'argent sur la table, donnez les augmentations que vous avez déjà prévues et on règle et on passe à autre chose. On va suivre la prise en charge, s'il y a prise en charge, parce que là maintenant, tout passe par le GAP. Et j'espère que les gens vont avoir accès à plus qu'un rendez-vous. Donc c'est là où on est, Monsieur le Président. C'est là où on est. Et je refuse de jouer dans le jeu que le 19 est une... Il n'y a pas de révolution avec le 19. Il y a un amendement que je peux vous le dire, c'est l'amendement où j'ai insisté à l'ajout des infirmières praticiens spécialisés des EPS. Parce que si on veut parler, et ça c'est un débat qui remonte avec l'ex-ministre de la Santé à 2021, on parlait de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui le constat il est très clair. Il y a un chaos législatif qui a été provoqué par la CAQ en matière de santé et surtout l'accès à la première ligne. Perte de temps énorme avec le projet de loi 106, perte de temps énorme avec le projet de loi 2. Arrive maintenant le projet de loi 19, qui est l'objet de nos discussions aujourd'hui. Et malheureusement, les patients québécois payent le prix de cette improvisation législative. Aujourd'hui, le gouvernement espère, avec l'argent qu'il a mis sur la table, d'aller chercher 500 000 patients d'ici juin. Mais 500 000 en 6 mois, est-ce qu'on a le droit de se poser la question, est-ce qu'on parle réellement d'une réelle prise en charge? On est où par rapport à la responsabilité collective lancée par l'ancien ministre de la Santé? On est où par rapport aux objectifs de performance? On est où par rapport à la responsabilité territoriale? Donc, clairement, il y avait deux visions, ou probablement une vision, mais malheureusement, le gouvernement n'a pas donné suite à cette vision de performance parce que ça ratait sa cible selon l'ensemble des intervenants. Et pendant que le gouvernement réécrit ses lois, c'est quand même hallucinant. En même pas un an et quelques mois, 3 pièces législatives. Pendant que le gouvernement écrit des lois, abroge des articles, réécrit une loi, l'abroge, redépose un projet de loi, les urgences, Monsieur le Président, débordent. Et l'accès à la première ligne demeure insuffisant. Donc, est-ce qu'après 8 ans de ce gouvernement, on peut dire aujourd'hui que le gouvernement a gagné son pari d'améliorer l'accès à la première ligne? La réponse entre vous et moi est non. Tout simplement parce que les listes d'attente sont encore pleines,
nos urgences débordent, des médecins qui quittent ou qui songent quitter, et au bout de la ligne, ce sont les patients qui payent les frais de cette improvisation. Il n'y a aucun Québécois aujourd'hui, Monsieur le Président, et Dieu sait que j'en reçois plusieurs appels à mon bureau de comté, des gens qui peinent à trouver un médecin de famille, des gens qui avant avaient un cheminement facile, un GMF, clinique sans rendez-vous. Maintenant, c'est tellement rendu complexe qu'on se perd dans ce réseau. Et on est encore loin d'une bonne expérience client au patient. Sachant que ce système nous coûte 64 milliards de dollars. C'est l'équivalent 42% du budget de l'État. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de se poser la question que le gouvernement était malmené dans un chaos législatif qui nous a fait perdre beaucoup de temps précieux et qui a malheureusement eu un impact direct sur la qualité de vie des patients. Et ça, il n'y a personne qui va le dire le contraire, parce que vous êtes tous des élus de la nation, vous recevez des appels à vos bureaux de comté, où les gens se demandent « Je n'arrive plus à voir ou à rencontrer mon médecin de famille. » Soit il a quitté, soit il ne veut plus faire partie du réseau public, soit j'essaie avec le GAP et je n'arrive pas à trouver ma place. Soit même si je réussis à avoir un rendez-vous via le GAP, mais j'ai un autre enjeu, j'ai un seul rendez-vous. Sérieusement, posons-nous la question, est-ce qu'on va régler des problèmes chroniques avec un seul rendez-vous? Une réelle prise en charge, est-ce que ça passe uniquement par un médecin de famille ou une équipe multidisciplinaire? Les EPS, qu'on n'arrive même pas à recruter, malgré qu'ils veulent faire plus, les infirmières. Les EPS veulent contribuer, Monsieur le Président. Et c'est là où je me sens, je sens cette fierté que, dans le cadre de ce projet de loi, nous avons, notre formation politique, le Parti libéral du Québec, nous avons ajouté les EPS pour faire ce qu'ils devaient faire. La loi leur permet de faire des suivis. La loi leur donne accès à suivre des patients. J'espère qu'on va élargir pour qu'ils puissent aussi enregistrer des patients. Et comme ça, on va probablement régler l'enjeu de la première ligne. Alors, Monsieur le Président, le chaos législatif qui a duré depuis plusieurs mois a malheureusement eu un impact sur nos patients. Et je vais m'adresser à ceux que je représente, un élégant, et leur dire qu'on va continuer cette bataille avec l'ensemble de mes collègues, parce que l'accès à la première ligne est hyper important. On ne peut pas voir un réseau de santé performant si on n'améliore pas l'accès à la première ligne. Est-ce que toujours ça doit passer par l'accès via un médecin? Je pense qu'on est rendu ailleurs. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire à des patients vulnérables, à des patients avec de la comorbidité, à des patients qui souffrent d'une maladie chronique, la seule solution qu'on a pour vous, cherchez un rendez-vous via le GAP. Il est où le suivi, Monsieur le Président? Il est où le suivi? Il est où la prise en charge? Merci pour votre écoute, Monsieur le Président. Il est où l'écoute? Il est où la prise en charge? Et re-bienvenue, Monsieur le Président. Il est où l'écoute? Depuis quand la prise en charge d'un patient, c'est uniquement un rendez-vous via un GAP? Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, on va probablement fermer l'épisode triste, mais qu'on doit tous retenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas uniquement du 19, du projet de loi 19. Le projet de loi 19 arrive à un moment important. Le projet de loi 19 arrive après
une succession de projets de loi. Un 106 et un 2 qui se termine avec un 19. Je ne sais pas si les gens vont retenir les chiffres. Au moins, ils vont avoir 3 sur 6. Un 106 et un 2 et un 19. Un chaos législatif. Un chaos législatif qui a poussé même l'ex-ministre de la Santé à quitter son parti parce qu'il n'avait plus l'appui. Un chaos législatif, Monsieur le Président, qui a laissé tomber les patients québécois. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me lève et je prends tout mon temps pour dénoncer la perte de temps en matière de la première ligne. On ne peut pas jamais, on peut jamais dire aux Québécois qu'un système qui nous coûte 42% du budget total, 56 milliards ou 54 milliards, et on n'est même pas capable de leur offrir une première ligne, capable de les soigner, capable de les prendre en charge, capable de leur donner des soins de qualité. C'est ça l'échec caquiste en matière de santé. Et Monsieur le Président, Dieu sait que j'ai passé pas mal de temps de ma vie au niveau de la première ligne. Ce qui m'a poussé même à écrire un doctorat par rapport à la première ligne. Et ce que je vois aujourd'hui, il y avait des bons chantiers lancés par l'ex-ministre. Il y avait des bons chantiers. Mais on a perdu du temps de qualité en 2025. Il y a un chaos législatif que nous avons vécu entre 2025 et 2026. C'est malheureusement, ce sont les citoyens et les patients québécois qui vont payer ce prix. Et j'espère que l'argent que le gouvernement a mis sur la table avec la Fédération des médecins va nous permettre, pas uniquement de donner des rendez-vous, mais qu'on va avoir une réelle prise en charge. Parce que je reste convaincu que pendant le chaos législatif, plusieurs patients, leur état de santé s'est détérioré. Beaucoup de patients ont perdu confiance dans le système qui paye cher avec leurs taxes et impôts. Et au bout de la ligne, Monsieur le Président, je ne peux pas, au nom de ma formation politique, cautionner ce chaos législatif du jamais vu d'un gouvernement qui a perdu la boussole en matière de santé. Rendu que même pas en un an, 3 pièces législatives. Je viens de vous le dire, Monsieur le Président. Voilà, ils sont là, les projets de loi. Ça a commencé avec le 106. Après, c'est le 2. Après, c'est le 19. Et le résultat est le même. Aucune prise en charge. Juste des rendez-vous avec un système qui nous coûte au-delà de 50 milliards l'année. C'est ça l'échec caquiste en matière d'accès à la première ligne. C'est ça l'échec caquiste, Monsieur le Président. Alors écoutez, Monsieur le Président, pour nous, le projet de loi 19, il n'y a pas de nouveauté. Nous avons essayé avec tous les moyens de le faire, de lui donner un peu de jus. Il y avait 2 amendements, d'ailleurs, qui ont été acceptés, je remercie la ministre, notamment un tableau de bord périodique, au moins une fois à l'année, et ajouter les EPS dans la première ligne. Je suis très content de cette acceptation. Mais, Monsieur le Président, le projet de loi 19 ne règle en rien l'accès à la première ligne, qui est très difficile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Néligan. J'en profite, collègues, pour vous informer que 2 débats de fin de séance se tiendront aujourd'hui à 13 h. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Darcé-Mégué à Madame la ministre de la Santé concernant la situation inadmissible de Mélissa et Jérémy, un couple de sans-abri vivant avec une déficience intellectuelle qui vivent dans la rue depuis 3 ans. Le deuxième débat portera sur une question adressée par Monsieur le député de Laurier-Dorion à Madame la ministre responsable de l'habitation concernant l'augmentation des loyers dans les coopératives d'habitation. Nous revenons au projet de loi numéro 19. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Il n'y a pas d'autres intervenants. Alors, le projet de loi numéro 19, loi visant notamment
l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population est-il adopté? Monsieur le leader de l'opposition officielle. Un vote électronique, Monsieur le Président. Un vote électronique a été demandé. Veuillez de faire appeler les députés, Monsieur le Président. Alors, nous allons qu'on appelle les députés. Les travaux sont suspendus.